Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse de film que je pense beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il s'agit d'un film français et qui est assez bizarre. Il s'agit d'un film fantastique, sombre et surréaliste avec un tas de symboles ésotériques et des références à de multiples conspirations dans le monde réel. Nous allons passer en revue et souligner les trucs bizarres de ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, gardez à l'esprit qu'il y aura des spoilers. Mais c'est un long film, donc je ne pense pas que ce soit si mal si vous voulez voir la décomposition et aller le regarder par vous-même après. Le film dans lequel nous nous plongeons aujourd'hui est La Cité des enfants perdus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une chevauchée sauvage. Et nous allons décortiquer toutes les significations et tous les symboles étranges et cachés qui se dissimulent dans ce rêve fiévreux qu'est le film. Croyez-moi, une fois que vous aurez vu ce qui se cache sous la surface, vous ne regarderez plus jamais ce film de la même façon. Sur ce, prenez du popcorn, installez-vous confortablement et commençons. Bienvenue sur Mind Unveiled. Le film commence par une scène très bizarre qui vous fera vous demander si vous rêvez ou non. La chambre d'un enfant est décorée pour Noël, mais quelque chose cloche. Il n'y a pas qu'un seul Père Noël, mais toute une ribambelle qui se faufile à l'intérieur. Ce n'est pas joyeux du tout, c'est carrément terrifiant. Le pauvre enfant regarde avec horreur ses Pères Noël prendre toutes ses affaires. Et pour ajouter à la bizarrerie, il y a un renne albinos qui décide que c'est le moment idéal pour faire ses besoins. C'est une version tordue du cauchemar de Noël de tous les enfants. Soudain, nous sommes secoués par une nouvelle scène. Un homme se réveille en hurlant à tue-tête, avec une sorte d'appareil bizarre attaché à sa caboche. Mais il n'est pas seul. 4 jumeaux identiques se mettent à crier en même temps que lui. Nous nous rendons compte qu'ils sont dans une sorte de laboratoire et les choses deviennent de plus en plus bizarres à partir de là. Ils arrêtent tous de crier en même temps et se rassemblent autour d'un appareil. Un petit enfant y est accroché, serrant un ours en peluche contre lui. Il est dit qu'un génie fou, nommé Crank, vole les rêves de cet enfant. Et là, ça devient vraiment tripant. Nous voyons un cerveau, oui, juste un cerveau qui essaie de faire entendre raison à ce scientifique. Il demande comment cette folie va se terminer. Mais au lieu de répondre, le scientifique attrape l'ours en peluche de l'enfant et commence à le battre. La caméra fait un panoramique et nous voyons que ce laboratoire est perché au-dessus de l'océan dans un décor surréaliste. Il semble s'agir d'une sorte de plateforme pétrolière. L'ours en peluche tombe par la fenêtre et s'enfonce dans les profondeurs. C'est un symbole assez flagrant, mais nous verrons plus tard ce qu'il signifie. L'instant d'après, nous nous retrouvons dans une ville sombre et dystopique. Sur les quais, quelques gamins s'amusent avec un lance-pierre. L'ensemble de l'endroit dégage une atmosphère lugubre et oppressante. Nous voyons un de ces jeux de force, vous savez, ceux où on frappe le levier avec un marteau. Tout en haut, près de la cloche, il est écrit « La cité des enfants perdus ». Alors j'imagine que c'est le nom de la ville. Il s'avère qu'il y a une sorte de cirque en ville. Nous entendons un annonceur exciter la foule pour l'homme le plus fort du monde. Mais ce n'est pas tout. Dans le même plan, on aperçoit une secte ou une société secrète qui distribue des brochures. On y parle de pénétrer dans le couloir des ombres pour devenir l'un des élus. Très subtil, non? Et pour renforcer l'idée de société secrète, il y a un symbole de l'œil de la providence derrière eux, ce qui fait manifestement référence aux francs-maçons. Ces cinglés demandent en fait aux gens de s'arracher les yeux pour les rejoindre et construire un monde meilleur. Car rien ne dit mieux utopie qu'une bande de cultistes auto-mutilés. Pendant que tout cela se passe, nous voyons 2 enfants qui essaient de voler la foule. Ils semblent être des gamins des rues et ils visent ce petit qui collecte de l'argent pour le spectacle de l'homme fort. Il s'avère que cet enfant n'est qu'un orphelin de plus dans cette ville en désordre. Le présentateur essaie d'empêcher les enfants de voler, mais un type surgit de nulle part et le poignarde dans le dos. C'est ce qu'on appelle une escalade rapide. Le gars s'enfuit ensuite, laissant tout le monde sous le choc. Notre homme fort qui a été enchaîné pendant tout ce temps se libère. Il s'inquiète pour l'annonceur, mais il est trop tard. Alors que la foule se rassemble autour du pauvre homme poignardé, nous avons un aperçu de quelque chose de louche qui se passe dans l'ombre. Il y a un groupe de personnes qui rôdent et l'une d'entre elles n'a qu'un œil. Les 2 autres portent des lunettes de soleil, comme les membres de la secte que nous avons vus tout à l'heure distribuer des tracts. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que ces types ont probablement quelque chose à voir avec le meurtre. Le film va déjà assez loin avec cette histoire de société secrète, mais c'est là que ça devient encore plus effrayant. Alors que ce groupe mystérieux s'éloigne, on voit un tas de prospectus en arrière-plan. Ils disent des choses comme
Assez de disparitions, où sont les enfants? Et avide recherche, forte récompense. Il est donc clair que cette ville a un sérieux problème de disparition d'enfants. Et je parie que nos amis borgnes ont quelque chose à voir avec ça. L'instant d'après, nous sommes dans cette caravane. Le présentateur poignardé est alité et l'orphelin de tout à l'heure se détend en mangeant un morceau. Soudain, une pomme accrochée à une ficelle se heurte à la fenêtre. Je suppose qu'ils sont littéralement en train de pêcher pour les enfants. Mais l'homme fort n'est pas d'accord. Il attrape la pomme et ferme la porte. Mais ces monstres n'abandonnent pas si facilement. L'un d'entre eux, équipé d'un œil unique, tire sur la porte pour l'ouvrir. Ce dispositif semble leur donner une sorte de vision nocturne. L'homme fort et l'orphelin essaient de se cacher, mais ces types ont une sorte d'amplificateur de son. Ils trouvent nos héros, mais l'homme fort se bat. Dans tout ce chaos, on voit le pauvre orphelin se faire embarquer dans une camionnette. Et pour renforcer l'idée de société secrète, il y a le symbole de l'œil maçonnique sur la camionnette qui correspond au trou par lequel l'enfant est passé. L'homme fort les poursuit, mais la camionnette s'enfuit. Il se retrouve dans un petit immeuble au bord de l'eau, où il trouve tout un groupe d'orphelins des rues. Il s'avère que l'enfant qu'ils ont enlevé est connu sous le nom de Petit Frère. Mais notre homme fort n'est pas encore libre. Le groupe secret est à ses trousses et cherche à l'éliminer. Il fait le mort quand ils entrent dans la cachette des orphelins. Ce sont les mêmes orphelins que nous avons vus voler plus tôt. Ils ont une sacrée réserve d'argent. Les méchants ne remarquent pas notre homme fort, mais ils se servent dans l'argent des orphelins avant de s'enfuir. Ces orphelins ne sont donc pas totalement fauchés. Ils ont un peu d'argent caché que le cyclope n'a pas trouvé. C'est ainsi qu'ils appellent les borgnes de la secte, d'ailleurs. Encore ce symbolisme de l'œil. Les enfants s'emparent de l'argent caché en plongeant, suivi de près par notre homme fort. Aujourd'hui, nous passons à un tout autre niveau de bizarrerie. Nous avons 4 frères identiques, oui, ce sont bien des clones, qui chantent « Joyeux anniversaire à un cerveau ». Pas une personne avec un cerveau, juste un cerveau dans un engin de style steampunk. Ce cerveau s'appelle Oncle Irvine et il a tout ce qu'il faut pour voir et entendre tout ce qui se passe. C'est comme l'arrière-grand-père de Siri ou quelque chose comme ça. Notre savant fou, Crank, fait son entrée. Il n'est pas très enthousiaste à l'idée de cette petite fête d'anniversaire, mais l'oncle Irvine a quelques idées à partager. Il pense que si les enfants ne font que des cauchemars, c'est peut-être parce que le mal vient de Crank lui-même, et non des enfants, un cerveau désincarné qui ne manque pas de profondeur. Oncle Irvine suggère à Crank de chercher la raison de son traumatisme dans ses propres larmes. Puis il se lance dans un conte de fées qui parle clairement de Crank lui-même. Il s'agit d'un inventeur super intelligent qui peut créer la vie. Il s'est fait une femme, mais elle est devenue minuscule à cause d'une méchante fée génétique. Il a ensuite cloné 6 enfants, mais ils ont tous été atteints de narcolepsie. Enfin, il a fait pousser un cerveau dans un aquarium. C'est notre Irvine. Le problème, c'est que ce génial inventeur a oublié de se donner la capacité de rêver. Il vieillit donc vite et mal. Crank se met à pleurer en entendant cela car, surprise, c'est sa propre histoire. Il est ce mec super intelligent qui ne peut pas rêver. Et c'est pourquoi il vole les rêves des enfants. Dans la scène suivante, nous retrouvons les orphelins. Mais ils sont dans une drôle d'école dirigée par des jumelles siamoises. Mais au lieu d'apprendre les mathématiques et la lecture, ces enfants apprennent à devenir des voleurs. Il s'agit en fait d'une sorte de culte clandestin et le professeur s'appelle la pieuvre. Notre ami homme fort se présente et les professeurs décident qu'il peut les aider à faire le gros du travail. Ils emmènent le coffre-fort au bord de l'eau, le vident et s'en débarrassent. Mais c'est alors que l'homme fort entend ces cyclopes faire des annonces dans un haut-parleur. Et puis nous avons d'autres imageries de borgnes. L'homme fort, dont on sait maintenant qu'il s'appelle One, est à la recherche de son petit frère. Il poursuit le camion de cyclope et fait équipe avec une orpheline nommée Miette, qui lui remet l'un de ses yeux de cyclope. Pendant ce temps, les professeurs jumelles siamoises font une crise parce que les orphelins leur ont joué un mauvais tour. Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le coffre et ne l'ont pas remis. De retour au laboratoire du savant fou, les choses deviennent encore plus étranges. L'un des clones parle d'un rêve de concert sous-marin qu'il a fait. Ensuite, un autre clone amène un enfant à cette machine cérébrale. Oncle Irvine, le cerveau désincarné, lui dit de mettre l'enfant dans ce sarcophage. Il s'agit en fait d'un appareil qui aspire les rêves. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Le clone commence à interroger l'oncle Irvine sur l'histoire qu'il se raconte. Il s'avère que l'un de ses clones est l'original et que les autres ne sont que des contrefaçons bon marché. L'oncle Irvine, en bon cerveau serviable qu'il est, suggère que le clone se branche sur l'enfant pour savoir s'il est l'original. Ils endorment donc l'enfant, attachent le clone sur une chaise qui comporte davantage de symboles maçonniques, vous savez, l'équerre, le compas. C'est comme s'ils n'essayaient même pas de cacher la société secrète. Alors qu'ils sont sur le point de commencer cette expérience tordue, un fusible saute. Le clone s'empare de la capsule contenant le rêve et oncle Irvine lui dit de la jeter à la mer. Pendant ce temps, Miette et Wan jouent les espions en se faufilant dans cette étrange structure où se tient la secte des Cyclopes. Ils essaient d'infiltrer l'endroit, probablement pour retrouver le petit frère de Wan. L'instant d'après, nous nous retrouvons dans une cachette souterraine. Un prêtre se tient devant un feu et donne l'impression d'être un Moloch sacrificiel. Sur l'autel, il y a un soleil clair et un soleil noir. Ce prêtre parle de la lutte contre la structure du pouvoir. Pendant qu'il prêche, on voit des enfants être conduits sur un chemin, tous attachés. C'est une scène qui fait vraiment désordre. Et puis au milieu de tout cela, nous avons un moment bizarre avec de la nourriture. Le petit frère, qui a apparemment toujours faim, se laisse distraire par du salami. Le film prétend qu'il s'agit simplement d'un enfant qui fait l'enfant, mais la façon dont il a été filmé et chronométré avec toute la nourriture, on a l'impression qu'il se passe quelque chose de plus. C'est l'un de ces moments où on sent que le réalisateur essaie de dire quelque chose sans le dire franchement. Nous sommes donc dans une chambre souterraine qui est en fait un marché noir pour les enfants. Ces pauvres petits, tous âgés de 5 ans ou moins, sont vendus à notre savant fou pour ces expériences foireuses. C'est comme une garderie dystopique de l'enfer. La femme est impatiente d'avoir d'autres enfants, mais le prêtre devient nerveux. Il dit que les gens commencent à poser des questions. Il s'avère qu'ils échangent ces enfants contre des gadgets de haute technologie, comme ses yeux et ses appareils auditifs. Ils pensent que cette technologie va les transformer en une sorte de race supérieure. Aujourd'hui, ils appellent ce dispositif oculaire un troisième œil. Apparemment, il leur permet de voir le monde des apparences. Quoi que cela signifie. Le prêtre parle de tentation et de perversion, tandis que l'imagerie du borgne se poursuit. Nous regardons un membre d'une secte se faire installer son troisième œil dans ce qui semble être un rituel d'initiation. Au moment où le prêtre parle d'abolir le monde des apparences, petit frère fait un rot. Wan et Miette l'entendent et se précipitent pour essayer de le sauver par un toboggan. Ensuite, l'un des chefs de la secte trouve des bijoux et remonte jusqu'à ses professeurs siamoises. Ce qui est bizarre, c'est est-ce qu'ils se connaissent d'une manière ou d'une autre? Cela implique que les jumelles ou la pieuvre ont un lien avec la secte et que ce sont eux qui élèvent la plupart des orphelins des rues. Les jumeaux veulent savoir ce qu'il va faire de Wan et Miette et ils prévoient de les emmener sur la jetée. De retour au laboratoire, notre savant fou, Crank, a une discussion avec son oncle Irvine et il lui demande pourquoi tous ses enfants font des cauchemars. Irvine lui répond qu'il est le cauchemar. Il dit à Crank qu'il peut kidnapper tous les enfants du monde, mais qu'il n'aura jamais d'âme. Crank s'emporte et accuse le cerveau d'être lui aussi sans âme. Mais Irvine lui répond qu'il est le seul vrai monstre ici. L'instant d'après, il se prépare pour Noël. Même si ce n'est pas Noël, Crank essaie de recréer un événement spécifique. Pendant ce temps, la capsule de rêve flotte dans l'océan. Nous rencontrons alors ce nouveau personnage, Marcelo. Les sœurs jumelles lui demandent une faveur. Elles veulent qu'il sauve Wan, mais elle se fiche éperdument de Miette. Marcelo a mis en place un dispositif bizarre avec des poupées russes remplies d'un liquide vert spécial. Il en prélève un peu et, fait intéressant, le donne à une puce dressée. Apparemment, cette puce va transporter une sorte de poison. Les images de synthèse sont étonnamment bonnes pour l'époque. Enfin, Crank, déguisé en Père Noël, le plus effrayant du monde, chante pour des enfants terrifiés. Il essaie de leur donner de bons souvenirs pour qu'ils fassent de beaux rêves, mais il ne fait que les traumatiser. L'un des clones fait tomber un ornement sur le tourne-disque, ce qui rend la scène encore plus cauchemardesque. Les enfants se mettent alors tous à crier. Ensuite, Wan et Miette sont attachés sur une planche au-dessus de l'eau. Seul un panier de poissons les empêche de tomber. Les cyclopes prennent des paris sur celui qui tombera le premier.
Mais voilà que la puce de tout à l'heure arrive, chargée de ce poison vert. Elle atterrit juste au-dessus de la tête du cyclope chauve. Marcelo arrive et joue un air qui pousse les puces à libérer cette matière toxique. Soudain, Baldi devient complètement fou. Il s'avère que ce poison n'est pas un simple poison, mais une sorte de jus qui contrôle l'esprit. Le type commence à s'en prendre à sa propre équipe, et nous apprenons quelque chose d'incroyable. Ces cyclopes ne peuvent pas voir sans leurs appareils. Ce n'est pas seulement la vision nocturne, c'est toute leur vision. Le chauve branche le dispositif oculaire de quelqu'un d'autre dans le sien, forçant le pauvre homme à se regarder, se faire tuer du point de vue du tueur. Ce dispositif, Optacon, n'est pas seulement un œil artificiel, il est directement branché sur leur cerveau. Pendant que tout ce chaos se déroule, Marcelo sauve Juan, mais laisse Miette faire un plongeon. Mais au moment où l'on pense que Miette est fichue, un type en combinaison de plongée à l'ancienne arrive et la sauve d'une tombe aquatique. Coup de théâtre, c'est l'un des clones, mais celui-ci porte une barbe et a une apparence un peu différente. Ce clone sous-marin est amnésique. Il a vécu sous terre dans ce bunker, collectant tous les déchets que la ville rejette dans l'eau. Miette le reconnaît, mais ne sait pas d'où il vient. Elle repère le coffre qu'ils ont volé plus tôt et commence à le fouiller pour récupérer ce qu'elle a volé. Lorsqu'elle tente de remonter à la surface, notre clone amnésique l'avertit que c'est trop dangereux. Mais Miette ouvre une porte et des jouets pour bébé en tombent. Ces jouets déclenchent quelque chose chez le clone barbu. Il commence à se souvenir de bribes de souvenirs, des enfants enlevés par le diable, des enfants entraînés en enfer. Miette décide de jeter un coup d'œil à l'extérieur et aperçoit un groupe d'enfants que l'on fait monter sur un bateau. Et Petit Frère est parmi eux. Pendant ce temps, Juan s'apitoie sur son sort, pensant que Miette est morte. Marcelo, en bon père de famille qu'il est, décide que le meilleur remède contre le chagrin est une prostituée. Miette remonte à la surface et tente d'expliquer aux autres orphelins l'histoire du cyclope qui vole les enfants. Mais ils sont plus intéressés par l'apparente nuit en ville de Juan. On passe à Juan, qui est complètement ivre dans un bar. La dame qui l'accompagne dit accidentellement Miette, ce qui fait pleurer Juan. Il y a un moment bizarre où elle le traite de radiateur quand il lui demande si elle a froid. C'est un détail qui sera évoqué plus tard. À ce moment-là, Miette entre et dit à Juan de se ressaisir. Elle lui dit qu'elle sait où se trouve son frère. Mais Juan est tellement ivre qu'il croit voir des fantômes et s'évanouit. Marcelo est choqué de voir Miette en vie, mais elle ne prend pas la peine de s'expliquer. Il s'avère que toute cette histoire d'ivrogne était un coup monté pour le remettre au professeur jumelle. Mais les enfants orphelins font un coup d'éclat en utilisant une grue pour arracher Juan du coffre. Juan se retrouve dans l'eau et Miette fait des reproches aux orphelins pour avoir été méchants avec lui. Il l'accuse d'être amoureuse de Juan, mais elle insiste sur le fait qu'il n'est même pas un adulte. C'est un moment très étrange. Les orphelins s'enfuient, pensant que Miette les abandonne pour Juan. On voit à nouveau ce bateau rempli d'enfants. Et puis, il y a cette capsule de rêve qui a été jetée hors du laboratoire un peu plus tôt. Puis le plongeur repère la capsule de rêve qui a été jetée il y a un moment et la ramène dans sa cachette sous-marine. Ensuite, Juan et Miette essaient de dormir un peu et nous apprenons que Juan était harponneur de baleines, mais qu'il était si mauvais qu'il s'est fait renvoyer. Miette est curieuse de savoir ce que c'est que d'avoir un petit frère et Juan l'appelle petite sœur. Mais les choses deviennent un peu bizarres quand il commence à respirer sur elle pour la réchauffer, s'appelant lui-même un radiateur. C'est un rappel de la scène précédente avec l'adulte en robe rouge, ce qui rend la chose encore plus étrange. Pendant ce temps, notre ami scaphandrier essaie de dormir dans sa cachette sous-marine lorsque quelque chose tombe et que la capsule de rêve s'ouvre. De la fumée verte commence à flotter autour de lui et lui monte directement au nez. C'est là que les choses deviennent psychédéliques. Le rêve de la capsule devient son rêve. Il s'avère que cette séquence de rêve lui rend ses souvenirs. C'est une véritable thérapie par le rêve. Nous assistons à une scène absolument folle où des homoncules poussent dans de grands récipients. Nous découvrons que notre plongeur est en fait le clone original. L'ensemble ressemble à une sorte de laboratoire d'alchimiste, ce qui en dit long. Crank fait irruption, furieux, et commence à étrangler notre clone original.
Mais celui-ci lance une flasque au visage de Crank, ce qui fait couler le sang. La petite femme de Crank entre alors dans l'action, frappant notre clone à la tête avant qu'il ne soit jeté à l'eau. Il s'agit d'un vieux souvenir du clone original qu'il a dû oublier après avoir été frappé à la tête. Il semble donc que l'oncle Irvin, le cerveau dans un aquarium, ait toujours su pour ce clone original et qu'il ait envoyé la capsule de rêve pour lui rafraîchir la mémoire. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Cette fumée verte s'échappe à la surface et commence à donner des cauchemars aux enfants. Les images de synthèse sont étonnamment bonnes pour l'époque et s'intègrent parfaitement à l'environnement. La fumée parvient à Miette pendant son sommeil et pénètre par son nez, lui faisant vivre le même cauchemar. Elle dit avoir revu cette femme, la femme de Crank, celle qui vole les enfants, et elle a aussi vu un champ de mines. Enfin, nous voyons les enfants kidnappés arriver au château de la plateforme pétrolière où se trouve le laboratoire. Ils sont nourris d'une sorte de bouillie tandis que Crank savoure un repas gastronomique. Le petit frère fait un coup sournois en mangeant le dîner chic de Crank alors qu'il est envoyé dans l'ascenseur. Il y a un détail effrayant à l'arrière-plan avec un squelette d'enfant dans la scène parce qu'apparemment ce film n'était pas déjà assez troublant. Crank, étonnamment, n'est pas trop fâché d'avoir perdu son dîner. Il est plus intrigué par l'absence totale de peur de petit frère. C'est comme s'il avait trouvé un ticket gagnant, un enfant qui n'a pas peur de lui. Parfait pour ses expériences tordues, je suppose. Pendant ce temps, Miette et Wan sont à la recherche de cet homme tatoué. On assiste à une scène bizarre où Wan fait un massage des pieds à Miette. Ok, nous entrons maintenant dans un territoire inconfortable. Miette s'enquiert des projets d'avenir de Wan qui parle de se trouver une femme. Toute cette conversation a un côté étrange. Le film semble pousser à une sorte de romantisme entre Miette et Wan, ce qui est discutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Miette essaie de se faire belle et Wan se fait tatouer Miette pour la vie, avec un cœur. Il semble donc que c'est ce qu'ils essaient de faire ici. Ils finissent par trouver l'homme tatoué. Il s'avère qu'il s'agit d'un vieux tatoueur chinois avec une carte sur la tête. Au laboratoire, l'un des clones et la femme de Crank repèrent sur leur radar quelqu'un qui traverse le champ de mine. Irvin, le cerveau, appelle ce type le Messie qui les sauvera tous. On dirait que notre clone original fait son grand retour, comme le cerveau l'avait prévu. Miette et Wan se préparent à aller secourir petit frère. Mais avant qu'ils ne puissent partir, une de ces puces porteuses de poison saute sur la tête de Wan. Les jumelles enseignantes sont de retour pour finir ce qu'elles ont commencé. Ils en veulent à leurs bijoux et commencent à jouer un air effrayant de contrôle de l'esprit. Wan devient le candidat mandchou, hypnotisé et violent. Il gifle Miette et commence à l'étrangler pendant que les jumelles continuent à jouer leur mélodie tordue. Miette est sur le point de mourir lorsque sa larme déclenche une réaction en chaîne digne de Rube Goldberg qui se termine par l'écrasement d'un bateau sur la jetée. Après tout cela, Wan sort enfin de sa transe et tombe dans l'eau avec Miette. Il s'échappe et commence à naviguer dans le champ de mine. Pendant ce temps, Crank joue l'infirmier auprès d'Irvin le cerveau en lui donnant des médicaments contre la migraine. Il espère que petit frère sera son ticket gagnant pour le pays des rêves. Miette et Wan atteignent enfin leur destination. Et il y a ce pélican aléatoire. Il pourrait s'agir d'un symbole rosicrucien ou simplement d'un pélican. Mais avec ce film, qui sait? La tension romantique entre Miette et Wan s'accentue alors qu'elle se faufile à travers un petit trou. Wan attache une corde autour d'elle et elle mentionne qu'ils commencent vraiment à s'attacher, faisant allusion à leur nouvelle relation. À l'intérieur, le cerveau prépare Crank à sa grande tentative de rêve. Miette se faufile, se fait presque tirer dessus par la femme de Crank, mais est sauvée par le clone original, maintenant connu sous le nom de Professeur. Il devient Demolition Man et met de la dynamite partout. Le professeur est tellement concentré sur la destruction de tout qu'il en a oublié les enfants. La femme de Crank, dans un surprenant moment de décence, donne à Miette une clé pour retrouver les enfants. Nous retrouvons petit frère branché à la machine à rêve et Miette arrive par hasard dans cette scène. Le cerveau lui annonce qu'il l'attendait depuis le début. Il s'avère qu'il essayait de lui envoyer la localisation par le biais de ses rêves. Miette ne peut pas débrancher petit frère car il est ensorcelé.
Le cerveau lui dit que le seul moyen de le sauver est d'entrer dans son rêve. Miette se prépare donc à une mission de sauvetage du niveau de Inception. Et comme par hasard, le rêve est la même scène effrayante du Père Noël que celle du début du film. La boucle est bouclée, avec le symbolisme du borgne et de ce pauvre ours en peluche maltraité. Miette entre dans le monde des rêves et attrape l'enfant en pensant sauver petit frère. Mais, surprise, elle tient en fait Crank. La situation devient vraiment triviale et surréaliste. Le paysage onirique de la chambre de l'enfant se transforme en mur de la plateforme pétrolière, brouillant encore plus les frontières entre la réalité et le rêve. Il y a beaucoup de symbolisme ici. Le squelette de l'enfant refait son apparition et il y a cette poignée de serpent Ouroboros que nous avons vu plus tôt lorsque Crank l'a utilisé pour obtenir son dîner. Il ne s'agit pas seulement d'un système de livraison de nourriture sophistiqué, c'est aussi le symbole de Crank qui vole l'énergie des enfants pour rester jeunes. Des symboles secrets cachés à la vue de tous. Pendant ce temps, notre clone original continue de planter de la dynamite partout. Nous voyons ensuite que Wan est tombé sur le nid des pélicans, ce qui semble être un symbole évoquant une sorte de sacrifice et de renouveau. Crank révèle cette bague que nous n'avons jamais vue auparavant. Un autre Ouroboros avec une pierre précieuse. Il ne cesse de mettre l'accent sur ce symbole de renouveau éternel. C'est là que se révèle la véritable nature tordue du plan de Crank. Il ne s'agit pas seulement de voler des rêves, mais aussi de voler la jeunesse. Nous voyons Miette vieillir rapidement, tandis que Crank rajeunit. Le symbolisme ne cesse de se développer. Nous avons une bibliothèque en arrière-plan. La connaissance, ce squelette d'enfant effrayant à nouveau, et la bague de Crank, qui tombe alors qu'il est trop jeune pour la porter. Il est clair maintenant qu'il ne s'agit pas seulement d'un film fantastique, mais d'une plongée dans le symbolisme occulte. On assiste ensuite à une étrange scène de danse entre la vieille Miette et le jeune Crank. Crank continue de rajeunir jusqu'à ce qu'il soit un bébé, tandis que Miette devient une très vieille femme. Il y a là une certaine justice poétique, car Crank ne peut pas atteindre la poignée de l'Ouroboros qu'il utilisait pour voler la jeunesse. Miette, devenue incroyablement vieille, tire la poignée à sa place. Elle disparaît derrière un rideau rouge. Encore du symbolisme, tandis que le clone de la version onirique connecte le bébé Crank à la machine à rêve, créant une séquence en boucle bizarre, comme s'il était coincé dans une boucle temporelle ou quelque chose du genre. Crank se réveille enfin en criant, regarde dans le vide pendant un moment, puis tombe raide mort devant la caméra d'Irvine. Miette est toujours coincée au pays des rêves, mais maintenant, Wan est là pour essayer de la réveiller. Elle se réveille enfin en disant qu'elle a fait un rêve vraiment bizarre. Pendant ce temps, notre clone original est sur le point de devenir un kamikaze et de se faire exploser avec la plateforme pétrolière. Wan et Miette prennent tous les enfants et fuient. La bombe explose et tout le monde se précipite pour s'échapper. Même Irvine, le cerveau, s'enfuit. Le clone original semble avoir perdu la boule et ne veut pas partir. Mais dans un moment tout droit sorti d'un film d'action ringard, un morceau de papier avec une équation lui tombe entre les mains. Soudain, il change d'avis et décide que la vie vaut peut-être la peine d'être vécue. Nous découvrons que ce clone original est en fait le créateur de tous les clones et même du cerveau d'Irvine. C'est le professeur. La plateforme s'enflamme tandis que les autres s'échappent audacieusement. Le film se termine par un rot de petit frère. Ce film est vraiment un rêve fiévreux, mais à la première vision, beaucoup de ces détails peuvent vous passer au-dessus de la tête. C'est un long film et il vaut mieux regarder la version française originale. Mais le film a vraiment beaucoup de symboles ésotériques et de références qui le rendent très intéressant. Est-ce que le réalisateur essaie de dire quelque chose ? Il est intéressant de noter que le réalisateur, Jean-Pierre Jeunet, a réalisé d'autres films bizarres, dont Delicatessen, sorti avant La Cité des Enfants Perdus, et dans lequel on retrouve certains des mêmes acteurs. Il s'agit littéralement d'un film sur la consommation d'êtres humains, et nous retrouvons une partie du symbolisme porcin. Et enfin, il est surtout connu pour son film Amélie Poulain, qui est le film français le plus réussi. Mais il a également réalisé d'autres films au symbolisme intéressant. Micmac fait également référence aux francs-maçons, puisque le logo du fabricant d'armes est l'équerre et le compas.
Oh, et le personnage One est joué par Ron Perlman, qui est dans d'autres films avec des thèmes ésotériques tels que Hellboy 1 et 2, où il joue un personnage convoqué à travers un portail. Et il est un agent d'une agence gouvernementale secrète. Hellboy 2 a également plus de symboles avec des villes souterraines. La Cité des enfants perdus est un film très particulier, rempli de symboles occultes, et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'en parler. Il y a des enfants qui sont enlevés pour des projets ésotériques secrets, des homoncules, des clones, des sociétés occultes, le contrôle de l'esprit et le vol de la jeunesse. S'il y a d'autres films étranges que vous voulez que nous couvrions et décortiquions, faites-nous le savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?